Prenez votre meilleur mixeur, mettez-y une grosse quantité de dragon, une cuillère de Simbad et un zeste de Pirates des Caraïbes et vous obtiendrez un succulent film d'animation. The Sea Beast, on va voir ça tout de suite. Make it scream, Piper! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec de nouveau une critique. Décidément, j'en fais beaucoup ces temps-ci, mais que voulez-vous, il y a beaucoup de sorties de films d'animation en ce moment. Je reviendrai sur des sujets plus ouverts pour les prochaines, avec évidemment comme thème principal l'animation. En attendant, vous pouvez vous abonner si vous découvrez la chaîne et que vous en appréciez son contenu. Et un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, nous pouvons partir en haute mer à la découverte d'un film d'animation signé Netflix. Je parle bien sûr de The Sea Beast ou Le Monstre des Mers dans sa version française. Générique. Avant de vous partager ma critique sur The Sea Beast, comme d'habitude une petite introduction sur les tenants et les aboutissants de ce film. Oh, et aussi la possibilité d'accéder directement à ma critique en passant par le chapitrage que vous trouverez dans la description. The Sea Beast est un film d'animation américain réalisé par Chris Williams et produit par Netflix. Chris Williams est un réalisateur, scénariste, animateur et doubleur américain. Et cet homme n'est pas à sa première apparition dans le monde de l'animation. Plus discret dans les années 2000, il s'est tout de même occupé du développement des scénarios de grands Disney tels que Mulan, Cusco ou encore La Reine des Neiges. Il s'est également illustré dans la direction et la co-réalisation de Big Hero 6 et Moana. En 2018, il quitta Disney pour se diriger vers Netflix, lui proposant alors la réalisation d'un tout nouveau film d'animation à l'origine intitulé Jacob and the Sea Beast. Il s'est occupé de la réalisation, du scénario ainsi que de la production de ce qui sera The Sea Beast, sorti ce 8 juillet. Les services d'animation ont été fournis par Sony Pictures Imageworks, un studio canadien d'effets visuels et d'animation 3D ayant des centaines de films à leur actif, dont The Mitchell ou encore Hotel Transylvania pour les films d'animation les plus récents. Pour ce qui est de la musique de The Sea Beast, il s'agit de Mark Mancina qui en est le compositeur. Et vous allez me demander pourquoi je précise qui a composé la musique. Eh bien tout simplement parce qu'elle est non seulement très présente dans le film, mais surtout qu'elle est très bien exécutée. Et à raison, Mark, un des fidèles compagnons du grand Hans Zimmer, a marqué plus de 60 films dont des chefs-d'œuvre comme Le Roi Lion, Tarzan, Frères des Ours ou encore Moana, encore elle dis donc. Mais j'y reviendrai plus tard pour la partie musique. Au niveau du doublage, perso j'ai regardé le film en VO et pour le casting principal, on retrouve Karl Urban pour le rôle de Jacob, Zari Angel Hathor pour Maisie, ainsi que Jared Harris pour le Capitaine Crow. Et enfin pour les influences, et elles sont nombreuses bien que non officielles vu que c'est mon interprétation, on a bien évidemment le roman Moby Dick pour son histoire, Dragon pour son cheminement, Simbad, La Planète au Trésor et Pirates des Caraïbes pour sa mise en scène et son univers, sans oublier l'influence graphique de Moana dans ses décors et dans le traitement de l'eau dans tous ses aspects. Bon, eh bien je crois avoir fait le tour de toute la mise en place de ce film, mais personnellement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien je vous dis tout ça dans cette critique de The Sea Beast. Alors, comme d'habitude, on va commencer par ce qu'on voit avec nos petits yeux, c'est-à-dire l'aspect graphique du film. Je sais que j'ai dit qu'aujourd'hui, les films d'animation sortant de grosses boîtes sont forcément beaux, avec des graphismes poussés à leur manière, que ce soit dans la 3D ou la 2D. Je veux dire, à moins d'être une petite boîte d'animation indépendante, ton film n'est pas censé être moche. Et pourtant, figurez-vous que si, The Sea Beast est moche. Bien sûr, je plaisante, ce film est super beau, mais on va aller un peu plus loin dans le détail. Par contre, je tiens à prévenir d'avance, j'adore cette époque, la piraterie, les batailles navales, les aventures en haute mer, donc je risque d'être un poil trop enthousiaste sur certains points. Fin de la parenthèse. Donc, Chris Williams, ayant comme dit précédemment réalisé Big Hero 6, mais surtout Moana, il était presque certain que The Sea Beast allait recevoir cet héritage graphique. À la manière du célèbre jeu vidéo de pirates Sea of Thieves, le traitement de l'eau est magnifique, qu'elle provienne des côtes, d'une baie, du grand large et même des fonds marins. En tout cas, ça aurait été dommage de rater l'eau pour un film de cette thématique. Les protagonistes sont assez diversifiés dans leur chara-design, morphologique comme vestimentaire. Et d'ailleurs, on observe une large diversité de personnages, beaucoup de femmes et de personnes de couleur. Après, ça c'est quand même propre au contexte historique, mais ça fait quand même plaisir. En clair, j'aime beaucoup la cohérence qu'ils ont apportée au film et on sent un travail de pré-production assez solide
rapide, du moins dans sa recherche visuelle. L'animation est fluide et les expressions et mouvements sont assez réalistes. Oh, et petit détail, mais on voit du sang dans ce film, chose assez rare dans un film d'animation tout public. Et ça, il faut le souligner. Je peux néanmoins admettre que certains personnages sont un peu trop lisses dans leur modélisation, tandis que d'autres, même effacés dans l'histoire, possèdent des shapes hyper efficaces. Et c'est justement cette diversité de shapes bien marquée que je cherchais dans ce film, le démarquant des productions de chez Disney assez lisses dans leur traitement. En même temps, on ne parle pas de princesses là, on parle de marins, de militaires et de chasseurs de monstres. Et oh, tiens, j'allais oublier. Non, c'est faux. Mais pour ce qui est des monstres, l'élément central à l'histoire, eh bien c'est assez inégal. On a d'un côté le tout premier qui est juste trop stylé, mais genre vraiment épique, dangereux, bien traité et au design convaincant. On a un autre assez anecdotique dans l'histoire mais tout aussi bien exécuté. Et enfin, bah t'as lui. Et malheureusement, c'est le monstre principal de l'histoire. Bien qu'attachant dans son comportement, bien que rappelant un peu trop celui de Croque-Mou, j'en parlerai dans la partie scénario. Il a un design de jouet en caoutchouc flottant dans le bain. Oui, les mots sont durs. Pourquoi un traitement pareil? Je veux bien qu'on ait essayé de le rendre le plus empathique possible, mais de là à le lisser autant, je suis sûr si on le presse, il fait squish squish. Chose qui n'arrivera jamais puisqu'il fait la taille de la Tour Eiffel. Et enfin pour les décors, rien à redire de négatif. Les différentes îles sont très belles. En particulier celle du Palais Royal qui m'a grave impressionné dans sa forme et son architecture. Et puis on va aussi compter les navires dans les éléments de décor, et là aussi ils sont juste magnifiques. J'adore leur esthétique, très Pirates des Caraïbes 3. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très objectif avec cette époque. L'inévitable, le bateau de nos héros a un design stylé mais surtout intelligent car conçu et équipé pour la chasse aux monstres. Encore un bon point pour les recherches en pré-production. En bref, c'est une très belle note pour l'aspect graphique de The Sea Beast. Et ça ne peut conforter la plateforme de nous proposer toujours plus de films d'animation de cette qualité. N'est-ce pas Netflix? Mais maintenant, qu'en est-il du scénario du film? Où veut nous mener l'histoire de The Sea Beast? Le film démarre sur l'une des personnages principales, Maisie, faisant la lecture de son livre préféré aux autres orphelins tout comme elle. Ce livre retrace les aventures du Capitaine Crow et de son équipage à bord du célèbre navire, l'Inévitable. D'entrée de jeu, le film nous met nous aussi dans l'ambiance d'un conte de mythologie marine, afin qu'on puisse cerner dès le début le contexte et l'époque. Après ce bref prologue sur Maisie fuyant son orphelinat pour aller vivre l'aventure de chasseurs de monstres, hop, pas le temps de niaiser, on enchaîne directement sur une bataille navale entre navires et monstres géants, et vraiment c'est 15 minutes de pur bonheur et d'épicness. Cette séquence nous introduit les deux personnages principaux, le Capitaine Crow et son plus proche marin, Jacob, un homme lui aussi orphelin et ayant grandi au sein de l'équipage. Jacob est intrépide, loyal et n'hésite pas à se mettre en danger pour sauver des membres d'équipage. Crow est issu de la vieille génération, assez conservateur et voulant se venger de ces créatures lui ayant pris son œil. Mais se venger de une en particulier, la Tourmente Rouge. Oui, notre monstre qui fait squish squish. Mais maintenant que les personnages principaux sont introduits, il nous faut maintenant un fil rouge à cette histoire. Et en effet, par décret royal, le temps des chasseurs de monstres est révolu pour laisser place à des méthodes un peu plus encadrées par l'État. Cependant, Crow et son équipage va chercher par tous les moyens de prouver que le couple royal a tort en chassant ce monstre ultime qu'est la Tourmente Rouge. La deuxième partie du film sépare d'un côté Jacob et Maisie principalement, et de l'autre l'équipage de l'Inévitable. Et d'ailleurs, cette deuxième partie s'avère être bien différente de ce qu'on a pu observer dans ces trailers mettant en scène des batailles navales. Ainsi, si l'histoire a des similitudes avec l'excellente série animée Dragon, elle diverge rapidement et nous propose une réflexion sur l'humanité et sa place dans la nature. Car oui, Jacob, Maisie et Red, oui, le nom qu'on va donner à la créature qui fait squish squish, vont servir au propos de fond de l'histoire. Un fond assez similaire quand même au film Dragon pour le coup. Les monstres marins sont-ils la vraie menace de ce monde? Et comme c'est souvent le cas quand les protagonistes sont des pirates, flibustiers ou aventuriers marins, les politiciens et les monarques tiennent quant à eux le rôle d'antagonistes fourbes qui ne voient clairement pas d'inconvénient à mettre les gens en danger, mais ne risqueraient jamais leur propre sécurité. En clair, The Sea Beast possède cette réflexion sur la dimension parfois biaisée des livres d'histoire, et surtout lorsque ceux-ci accusent un groupe de tous les maux. Et oui, les monstres marins prennent ici valeur de métaphore. Et c'est grâce à cette jeune génération, plus enclin à aller plus loin que les livres, que cette mentalité finira par changer. Après, malheureusement, et c'est là que le scénario pêche pour moi, c'est que déjà qu'en plus d'avoir beaucoup trop de similitudes avec la trilogie Dragon, The Sea Beast nous met d'entrée de jeu des uppercuts dans la bouche pour ensuite nous laisser par terre avec une deuxième partie plus molle, laissant place à la respiration des décors, au dialogue et à la relation entre Jacob, Maisie et Red. Le
film dure 1h50 et il aurait mérité une version plus serrée car même avec ce temps, ils n'ont pas réussi à dire tout ce qu'ils voulaient nous raconter. On observe aussi pas mal de choses inutiles à l'intrigue, comme par exemple l'île de la sorcière au milieu du film, qui on se rend compte au générique final n'a aucun intérêt finalement. Et c'est bizarre. Red, en tant que personnage à part entière de The Sea Beast, fait pencher malheureusement la balance vers un film tout public. Avec son côté docile quand on apprend à le connaître, ouais, on connaît la chanson. Chose aussi inutile, la rivalité entre le Capitaine Crow et la Marine Royale, puisque leurs navires ne se rencontrent même pas. Bien qu'il faut admettre que la scène d'action entre l'Imperator, le navire royal et Red est digne des meilleures scènes d'action de blockbuster en termes de mise en scène et de destruction. Et enfin, un final de toute cette histoire assez vite expédié et assez anticipable. Pour le coup, il ne révolutionne pas grand chose en termes de morale de fin. Bref, le scénario reste prenant mais perfectible. Pour l'humour, c'est très bien exécuté, c'est ni trop sombre ni trop exagéré et surtout bien amené au bon moment. Et on note aussi quelques références à la pop culture comme Alien, mais ça vous le verrez par vous-même. Et si je peux revenir sur certains personnages, j'ai beaucoup aimé celui du Capitaine Crow, très caractériel et donc assez crédible dans ses actions. J'ai énormément aimé la seconde de l'équipage, Sarah Sharp, possédant un super chara-design et de bons dialogues malgré sa présence assez en retrait dans l'histoire. D'ailleurs, en parlant de chara-design et de shapes, le roi et la reine sont plutôt stylés dans leur tenue. Je ne vais pas parler de l'amiral et de la sorcière qui, comme je l'ai dit, ne servent pas à grand chose. Et pour finir, la petite créature, Blue, introduite au milieu du film, servant uniquement à ajouter du million, eh bien remplit parfaitement son rôle. Et enfin, on peut revenir sur la musique, qui fait énormément grimper la note du film tant elle est bien exécutée. On sent tout le professionnalisme du compositeur lorsque la musique se marie parfaitement à l'ambiance des batailles navales prenantes, rappelant les musiques tout aussi exaltantes de Hans Zimmer pour Pirates des Caraïbes 3. Et puis moi, les ambiances musiques de taverne, cornemuse et mélodies de pirates, ça me parle. Et la musique dans certaines scènes me rappelle énormément celle présente dans La Planète au Trésor de chez Disney. En fait, pour résumer, j'aime énormément la thématique, l'histoire en soi, bien que classique, mais gros problème dans la mise en scène nous imposant des montagnes russes d'actions jouissives et de ventre mou voire inutile. Mais sinon on peut saluer toutes les références à de nombreuses créations se rapprochant de près ou de loin au monde marin. Par exemple, et je pense que c'est que mon interprétation, mais j'ai observé dans le film une scène assez similaire au film d'animation Simbad. On sent globalement que l'histoire a beaucoup été modifiée en pré-production et qu'ils ont réussi à sauver des scènes et à en rajouter d'autres au dernier moment, menant forcément à un scénario le plus lisse possible devant plaire à un maximum d'audience. Même si on va pas se le cacher, The Sea Beast est quand même bien plus mature que de nombreux films d'animation sortant de grands studios. Et au final, j'ai en partie admiré le scénario du film, qui prend des risques narratifs en ce sens que c'est un film de chasse aux monstres qui est finalement anti-violence. C'est le genre de film que les parents recherchent pour leurs enfants, et que nous, plus âgés, recherchons pour ce désir d'évasion et de voyage, chose hyper importante de nos jours. Et c'est un signe encourageant que Netflix pourrait commencer à devenir une voix plus importante dans l'animation originale, tant qu'ils sont prêts évidemment à mettre l'argent dans des films aussi riches que The Sea Beast. Ce film est vraiment très agréable à regarder car malgré ses défauts, il réussit son objectif de me faire voyager vers un autre monde et j'ai retrouvé des émotions que je n'avais pas ressenties depuis pas mal de temps, comme la satisfaction sur mon visage de gros gamin quand il se passe un truc épique à l'écran. Une vraie pépite de cette année ce film. Une ode à l'imagination, au gigantisme et au voyage, nous rappelons que nous sommes peu de choses face au monde qui s'offre à nous. Surtout à cette époque que j'adore où il y avait encore tant à explorer. On peut donc conclure avec l'une des phrases que prononce Maisie à Jacob et qui résume bien en général les contes de mythes marins. Le monde est vaste et tu ne sais pas tout. Voilà, ce sera tout pour ma critique du film The Sea Beast. J'espère qu'elle vous a plu tout comme moi j'ai aimé l'écrire. Si le film vous a plu ou même déçu, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. Ça me ferait super plaisir de confronter nos avis car ils sont tous bons à prendre tant que c'est fait dans la bienveillance. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et surtout de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sinon, je pense qu'après cette critique, je vais faire une petite pause dans les vidéos le temps de mes vacances. Je reviendrai bien sûr avec plein de sujets, évidemment toujours dans le thème de l'animation. J'ai hâte en tout cas de lire vos retours sur celle-ci. Sur ce les amis, pensez à regarder des films d'animation, à lire des livres vous faisant voyager, vivez des aventures et surtout, n'arrêtez jamais de rêver. C'était le Puits Animé, à la prochaine.